Pourquoi avoir rejoint la liste du Rassemblement national? J'ai été député à l'UMP et naturellement j'ai eu quelques responsabilités. Pour toute une série de raisons, j'ai constaté que tous les engagements que nous avions pris, nous ne les avions pas tenus. J'ai toujours gardé les mêmes idées et malheureusement, alors qu'il y a une certaine urgence dans le pays, eh bien j'ai pris cet engagement parce que Marine Le Pen avait remarqué un certain nombre de mes positions et m'a en fait demandé si je serais intéressé pour rejoindre la liste et la ligne politique qui est celle du Rassemblement national pour les européennes. Et naturellement, je suis venu là parce que ce sont mes idées depuis toujours. Et je me retrouve ici, finalement, j'ai une fibre RPR. Et finalement, c'est cette fibre-là RPR qui est le mieux représentée aujourd'hui par le Rassemblement national. Et nous estimons tous que c'est maintenant là où nous sommes que ce pays sera le mieux défendu. François-Xavier Bellamy est un garçon que je connais aussi, et qui est un garçon de qualité, il n'y a pas de doute. Je crois qu'il a des convictions sincères. Ce que les Français ne comprennent peut-être pas, c'est que, d'une part, les LR sont minés de l'intérieur par des divisions profondes et durables, qui font que, aussitôt les élections européennes terminées, eh bien, toutes ces divisions vont, si je puis dire, reprendre le dessus. Quand François-Xavier Bellamy sera élu, il ira rejoindre le PPE, le groupe majoritaire donc au Parlement européen, c'est-à-dire celui qui est responsable de la politique telle qu'elle est du Parlement européen, des institutions européennes jusqu'à maintenant. Le président de la Commission européenne est au PPE depuis 2004. C'est un groupe totalement majoritaire. Et donc en réalité, même si on trouve que Bellamy est quelqu'un d'intéressant, il sera noyé au sein d'une politique qui sera en fait toujours la même. Vous êtes ancien grand magistrat. Qu'est-ce que justement cette carrière peut vous apporter au sein du Parlement européen? Déjà, cette expérience, effectivement, est importante parce que c'est une expérience de terrain. J'ai occupé de nombreuses fonctions de la magistrature. Et c'est un secteur en plus assez inconnu de la part du monde politique. Souvent des confrontations entre justice et politique. Et tout ce que j'ai fait déjà en tant que député national, j'ai mesuré toute l'étendue, l'incompréhension qu'il y a entre le monde politique et le monde effectivement judiciaire. J'ai été le rapporteur de nombreux textes de loi relatifs donc à des questions de justice, sur la récidive par exemple, sur la dangerosité en général des criminels, j'avais fait une mission là-dessus, et bien entendu sur des sujets de société aussi, comme l'interdiction du voile intégral. Toutes les questions de justice sont aussi très importantes. Et bien entendu, tout ce qui tourne autour de la justice de l'Union européenne, et même au-delà avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas la justice de l'Union européenne, qui est celle entre guillemets, du Conseil de l'Europe, mais qui pose ce très sérieux problème de souveraineté pour la France et pour les autres pays, puisque depuis sa création, sa ratification par la France en 1974, on voit qu'il y a une évolution jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l'homme qui en fait est complètement absurde et même négative, néfaste pour les intérêts de la France. Et j'ai de nombreux exemples en la matière. Donc nos cours suprêmes, qui sont la Cour de cassation et le Conseil d'État, ne doivent en aucune façon, à mon sens, être figés sous la suprématie d'une institution qui va à l'encontre des intérêts de nos concitoyens. Donc l'idée de souveraineté et l'idée de protection de nos concitoyens passe aussi par la remise en cause, disons, de notre suggestion par rapport donc à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous étiez investigateur de la loi sur l'interdiction du voile intégral. Comment est-ce que vous percevez l'application de cette loi? On voit toute la limite de la portée d'une loi quand manifestement on ne veut pas l'appliquer. D'abord, il faut voir la dimension de la loi. La dimension de la loi, ce n'est pas que l'interdiction de la dissimulation du visage public, du visage dans l'espace public, c'est le titre exact. Ce n'est pas que cette interdiction. Dans cette loi, il y a en germe, et pas qu'en germe, il y a tout ce qu'il est possible de faire pour aller à l'encontre de tout comportement et de toute action communautariste en France, en réalité. Et je l'ai construite dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'à un ordre public classique, que nous connaissons, tranquillité, salubrité et sécurité publique,
Maintenant, il y a un ordre public différent, supplémentaire, qui est un ordre public social, sociétal, c'est-à-dire les valeurs de la société démocratique, en l'occurrence française. Ça a été consacré par cette loi. Alors la loi déjà n'est pas appliquée en tant que telle, malheureusement, parce qu'il y a un défaut total de volonté politique, nous le savons bien, et elle n'est pas appliquée, je dirais, aussi dans cette dimension qui est celle de lutter beaucoup plus efficacement contre, effectivement, la montée de ce totalitarisme qui est l'islamisme, très clairement, et contre la montée de tout ce qui est antidémocratique avec la loi islamique, c'est-à-dire la charia. Voilà. La loi est avec nous, il suffit simplement d'avoir la volonté politique de l'appliquer. La lutte contre l'islamisme n'est pas que français, n'est pas qu'européen, c'est une lutte planétaire. Nous l'avons vu, nous le voyons malheureusement quasiment tous les jours avec tous les attentats qui se commettent à travers le monde. Donc il est bien évident qu'il faut s'organiser par rapport à cela en France et ailleurs. Il faut quand même dire très clairement qu'au niveau européen, déjà, il n'y a rien de commun. La victoire militaire proche sur Daesh, il ne faut pas que les gens croient que ça n'est fini du terrorisme. Tous les services de renseignement vous disent qu'au contraire, les filières d'Al-Qaïda se sont renforcées et vont avoir des modes d'action qui ne seront plus militaires sur le terrain, mais qui seront de type terroriste et surtout, évidemment, visant les sociétés occidentales, et pas uniquement. La solution, là aussi, ce sont des accords, comme nous le disons, de coopération, sans revenir sur la souveraineté qui est celle de la France, dans une matière aussi importante, régalienne qu'est la justice. Eh bien, il faut ces accords de coopération, alors qui existent déjà en matière de coopération policière, mais qui n'existent pas en matière judiciaire. Et nous avons, mais là aussi c'est délicat parce qu'il n'est pas question de passer sous une justice commune qui est totalement impossible puisque nos systèmes judiciaires européens sont très différents les uns des autres. Et il faut bien entendu en passer par ces actions de coopération et puis surtout par une défense à nos frontières, puisque c'est l'urgence, nos frontières nationales, les frontières de l'Union naturellement, parce que là aussi, comme nous le savons bien, il n'y a rien dans l'État.